Oh shit, F, bro, check ça. Oh! Méphiston-Red. Warp Stone Glow! Yeah! Il y a de drill. Je pense qu'à chaque semaine que le Warp Stone Glow va apparaître, puis là, je sais même pas si les gens ont entendu Warp Stone Glow, parce que moi, David, quand tu l'as dit, je l'ai pas entendu. C'est comme si tu l'avais dit tellement fort que le mic l'a pas catché. Fait que là, ça se peut que les gens qui nous écoutent, ils sont genre, qu'est-ce qu'il y a après Mephiston Red? Il n'y a pas un Warp Stone Glow d'habitude? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pas les gars capables de même? Moi, j'aime ça quand tu parles de même, Kevin. Tu me fais penser à Bad Bunny. Là. Oh mon Dieu. Je sais que c'est ton artiste préféré. Là. Ah oui, c'est ça. Bienvenue au Balado Soirée Peinture. Aujourd'hui, le thème principal, c'est Bad Bunny et les influenceurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas à Beach Day Everyday? Non, on n'est pas. Bienvenue à l'épisode 98. Bon, comme d'habitude, on tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Et aujourd'hui, spécialement, Phil revient d'une course du Mont-Royal. Fait qu'il est dans son il est dans son mood de Beach Day Everyday avec sa calotte des expos camo old school. Alors, tu voulais que j'aie l'air d'un influenceur. Fait que je savais que cette casquette-là allait servir un jour. Tu as été prêt toutes ces années-là pour avoir le look influenceur, mais peux-tu croire qu'il y a des gens qui s'habillent exactement comme ça tous les jours? Ouais, puis c'est précurseur parce que ça n'existait pas les influenceurs à l'époque que j'ai acheté ça. Hein? C'est vrai. C'est vrai. À l'époque, c'était juste des gens qui travaillaient pas. Et là. Ou peut-être qu'ils travaillaient. Je sais pas. David, il a pas l'air d'accord avec mon statement. Parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, Kevin. Hey, bonjour. Je suis content que vous soyez trouvé un emploi. Ça va bien. Misère. Aujourd'hui, épisode 98, sujet principal qui est très intéressant. On a vraiment full d'infos à pouvoir vous donner. On va vous jaser de Age of Sigmar, nouvelle édition 4.0. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont peut-être pas suivi tous les articles, on a tous ramassé ça ensemble aujourd'hui. On va pouvoir vous en jaser. Puis pour ceux qui ont tout suivi, ben, on va pouvoir en jaser pour avoir du fun. Donc, mais juste un petit peu avant, tour de table. David, ton hobby, ça a l'air de quoi depuis la semaine passée? Je suis pas encore sorti de mon marasme. Ça avance à pas de tortue. Mon marasme. Ton marasme, là, aide-moi, là. C'est quoi ça? C'est pas une marâtre? Une marâtre, c'est autre chose. Alors, marasme. C'est 2 mots. Forme de très grave de dénutrition infantile ou accablement apathie profonde. Ah, c'est comme un mot qui veut dire marais de l'âme. Mais en un mot. Ah, c'est beau. Hein? Ouais. Comme ça, les gens disent que j'ai pas de culture puis que je sais pas comment m'exprimer. Mais ça n'a pas changé? T'as-tu fait des Thousand Suns? T'as-tu réussi à finir ta unit? J'avance pendant les lundis peinture. Les autres soirs, il y a tout. Ben, tu sais, c'est pas juste que je peinture pas. C'est qu'il arrive d'autres choses dans ma vie qui font que c'est plus difficile pour moi de dire, OK, je vais aller prendre une heure et je vais aller peinturer, tu sais. Mais les gens, je pense qu'ils ont compris qu'on a toute une vie en dehors de ce podcast-là. Qui fait qu'on a un job, hein? Puis qu'on aime qu'est-ce qu'on fait, puis on a des familles, puis on a des responsabilités. Fait que le hobby peut pas être le centre de notre existence. Mais si j'étais pas dans mon marasme, sûrement que je trouverais l'énergie ou la façon de squeezer du temps ou de prendre mes pauses dîner pour faire quelque chose. Jusque là, en plus de ça, c'est plus difficile. Cela dit, je me suis dit, je vais me faire un petit changement d'idée. J'ai profité d'un voyage pour le travail dans la belle ville de Québec. Puis j'ai assemblé les Bretonniens, les Chevaliers à pied, la nouvelle unité qu'ils ont faite pour... La nouvelle en plastique là, qui est sortie pour l'Old World? Ouais. Nice. Puis, verdict? C'est une belle unité. C'est vraiment des beaux modèles. Mais... Ça sent le mets, là. Ça sent le mets avec un soulier, un souligneur en gras. Je pense que les gens qui sont des gros fans des figurines de Game Workshop pour la peinture ou pour la collection vont triper. OK. Sauf que il y a beaucoup de morceaux. Fait que s'il faut faire des unités de 20 ou plusieurs unités de 20, faire une armée rapidement, c'est là que je suis pas déçu, je les trouve belles, je suis content de les avoir, mais je sais que ça me rajoute une charge de travail
Parce que je Ouais, parce que cherche tu pas peux pas nécessairement à faire batch un assembly. diorama. Hein, c'est ça. Tu sais, je veux faire une grosse armée rapidement, il me rajoute de la job. Mais si tu les veux pour les belles figurines, pour faire des dioramas ou parce que tu aimes la peinture, c'est parfait. Là. Encore une fois, il reste dans un super niveau de qualité. Hein. Ouais, parce qu'on l'a vraiment superbe, mais d'un autre Ouais. côté, au prix qu'ils les vendent, ils sont 85$ plus taxes, Pour je pense, 20 figurines, ouais. pour 20 figurines, tu sais. Fait que, on se rappelle qu'un temps, les gens disaient genre, My God, 10 Switch pour 70$ quand même. Bon, ça reste que c'est quand même encore 10 Switch pour 70$. Là, t'en as 85$ pour 20 modèles. Ben, Puis c'est des beaux modèles avec plein de détails. prends les Varangard qui sont sortis, il me semble, autour des Hentais. Pendant ou juste avant? Les... Non, les Varangard. Varangard sont sortis. Varangard, on parle de Archaon. Ouais. Non, c'est Age of Sigmar. C'est Age of sorti avec Sigmar. I Ever Chosen. La boîte, quand elle est C'est sortie, était 100$, je pense. Puis 120. 120, puis à l'époque, t'étais comme 3 modèles pour 120$, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, Ah, t'avais la ligne de com des magasins, c'était ouais, mais c'est comme 3 héros, fait que c'est 3 fois 40$. Ouais. Ouais, c'est ça, 3 fois 40$. À l'époque, les héros Space Marines se vendaient comme à 30-35$. Ouais, c'est ça. Fait que tu le justifiais en disant, mais pense-y, 3 héros Space Marines, c'est 35$ chaque. C'est Là, ça. c'est 120$. T'as 3 beaux gros modèles. Avec des options en plus. Ouais. Là, on se rapproche. Tu sais, là, il commence à avoir le prix du reste des gammes. Oui, c'est ça. Oui. Mais d'un côté, c'est combien une boîte de paysans bretoniens? Ça doit pas être loin de 60$ pour genre 16. Sont-ils sortis? Ou ils sortent la semaine prochaine? Ouais, je pense que tu as annoncé en précommande. Au moment où on en parle, peut-être qu'ils ne sont pas encore sortis, mais je ne serais pas étonné d'une 60aine de piastres pour une vingtaine de modèles. Ça m'étonnerait qu'ils mettent à 40$ comme à l'époque où est-ce que je les vendais. Là. On est loin de là. Si je me fie au Tomb King, il y a eu un bump dans les prix. Fait que... Ah, tu vois, sur le site de Game Workshop, les chevaliers à pied, c'est 100$ la boîte de 20. Oui, parce que dans le fond, vu qu'on les a achetés à la bise, ben, tu as le 15% de moins, donc 85, plus taxes, ce qui t'en est à peu près à 100$. Les chevaliers du royaume pour 12, c'est 75$. Ouais. À l'époque, il devait être quoi, 40$? Ouais. Ben, si je me rappelle bien, 36, bump de prix 43. C'est les deux prix que je me rappelle avoir pricé sur les boîtes. Mais il y avait un peu moins de 12 modèles. Il y avait 8 modèles, si ma mémoire est bonne. C'était pas 12. Là, ils sont plus gros. Là, ils ont comme bonne. Mais on fait la même chose avec les Tomb Guard. Si tu regardes les Tomb King étaient 50$ pour 10. Maintenant, sont, si ma mémoire est bonne, 80 pour 20. Fait que, je pense qu'ils ont comme. Puis Old World, comme jeu de masse le dit, des units de 10, ça fait pas masse. Fait que même les chevaliers sont rendus à les vendre en paquet de 20. Ah ouais. Les chevaliers à pied sont en paquet de 20, les chevaliers sur cheval sont en paquet de 12. Fait que déjà, je pense qu'ils craignent le nombre de modèles par boîte, puis que ça reflète justement l'idée du jeu qui est on veut un jeu de masse, fait qu'on va arrêter de te vendre des units de 4 puis de 10. Là. Ouais, ben oui. Fait que. Puis, ouais. Intéressant. Mais j'ai hâte d'assembler les miens. Je les ai dans la boîte, mais je ne les ai pas assemblés encore. Juste pour les prix, là, avant que ça parte dans tous les sens, parce que cette discussion-là va toujours dans tous les sens, il y a aussi des années qui ont changé, les salaires qui ont dû augmenter, les coûts de production qui ont dû changer. Fait que, avant de dire ils font exprès et ils vendent plus cher que ce que ça leur coûte, il y a plein de détails qu'on n'a pas. Là. mais on pourrait commencer par dire oui, ils vendent plus cher que ça leur coûte, parce que c'est comme ça qu'on fait du profit. Oui. Si c'est ça le problème, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'il va falloir arrêter d'acheter. Là. Mais mettons, on n'est pas de mauvaise foi. Ils ont augmenté les prix, mais les Bretoniens ont été discontinués en 2015. On est presque 10 ans plus tard. Fait je pense qu'en une dizaine d'années, les prix ont augmenté quand même pas mal sur plein d'affaires. Voilà. OK, mais t'as-tu fini d'assembler la squad au complet? T'as-tu fini de faire les 20? J'en ai fait 5 en... On était là 3 heures dans notre lundi peinture, à peu près. À peu près, 53 heures. Mais t'étais 5 en 3 heures parce que t'étais déconcentré par la magnifique conversation qu'on avait sur la Sérésie puis tout le stock, c'est ça? Ça doit être ça.
Fait que je suggère qu'on dise que c'est de la faute à Simon et son amour pour Horus Heresy. Sois Allô, maudit, Simon. T'as-tu autre chose? Y a-tu autre chose dans ton hobby qui. Je vois du confrontation derrière de toi. Ah, ça va être dans le prochain épisode. Oh! OK. OK. Fait qu'on on a commencé à mettre des teasers. Hein? OK. Ben, c'est tout dans ton hobby pour la C'est semaine? tout pour la semaine. OK. Toi, Phil? Mais à part de ton Red Bull et ta calotte? Bro, man. T'es Non. tellement investi dans ton personnage. C'est Ah, mais épouvantable. je viens de courir 14 km, j'avais complètement oublié mon affaire, que ça allait pas marcher. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? On Moi, a eu c'est la soirée surtout mes... peinture samedi. Ouais, puis ça m'a permis d'avancer on dirait ça avec la caméra, mon culte of Slanesh, mes vieux Dark Elf, brasserie de lumière. Ben, l'éclairage n'est pas ton ami, là. Ouais, non, parce que là, j'ai mis ma caméra, vas-tu être capable? Non, à retravailler. Mais dans le fond, je travaille sur mon culte of Slanesh, j'ai fini 5 modèles, fait que... Mais là, j'étais 20 plus un unit filler pour faire une unit, ça commence à ressembler à 10 plus... 10 plus unit filler, ce qui veut dire 15-20. Moi, je compte sur Dave pour qu'il va tuer mes bonhommes vite. Mais ouais, on C'est pour verra. ça, t'as peint 5 bonhommes de Slanesh et assemblé 5 chevaliers. Je veux dire, à quelque part, vous suivez, les gars, là? Mais c'est quand même pas pire. Il me reste les bases à faire. Une vingtaine, ça serait quand même pas si pire, là. OK. Tu sais, c'est quoi? C'est 1250 points, la boîte de départ? À peu près, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, je vis ça, là, c'est comme une unit de de peut-être 20-25 gars, une unit de crossbow, des witch elf. Tu sais, ça fait déjà... Après ça, je pourrais juste comme faire des héros puis des trucs, là, autour. Fait que... c'est pas si pire, là. Mais, tu sais, c'est des vieux modèles, là. Moi, ça m'allume pas, là. C'est vraiment parce que ils vont jamais servir à rien. Puis c'est pas un color scheme que je voudrais nécessairement utiliser pour le jour qu'il y aurait des Umbronettes. Fait que c'était quand même un bon projet, là. Puis je voudrais que ça me tenterait qu'on refasse à un moment donné des games de The Old World. Fait que... Puis ben, ils pourront servir sinon pour... Ce podcast-là va devenir un podcast Horus Heresy / Old World / Warcry. Si vous jouez à un autre jeu, on s'excuse. Ouais. Disclaimer. Ouais, c'est ça, un petit disclaimer à l'avance. Non, c'est pas vrai. On se promène quand même entre plusieurs jeux. Là. On va se le dire. Là. On est quand même assez très versatile dans ce qu'on aime dans non, mais j'en ai parlé, par exemple, pour moi dernièrement. Là, j'ai quand même comme une switch simiane dans ma tête de je vais focusser sur certains jeux. Je pense que toi aussi, tu en avais déjà parlé. C'est ça qui est ça. Là. Ça n'empêche pas, on va en parler aujourd'hui de Age of Sigmar, mais c'est tellement plus facile à organiser certains jeux que d'autres pour avoir l'expérience qu'on veut. On parle souvent. Pas que les mass battles, comme on a parlé dans un autre épisode, c'est pas le fun, pas qu'on aime pas ça, pas qu'on pourrait... Mais tu sais, ça demande plus d'investissement pis de temps. Ouais. Puis en plus de ça, des fois, on se fait mettre des bâtons dans les roues par des affaires qui nous tentent moins, comme le dernier épisode. Genre des ranges de modèles qui disparaissent. Genre, tu sais, des éditions qui font pas notre affaire. Ce qui était pas... On n'était quand même pas tant dans ça avant. Puis on va en parler un peu aujourd'hui. Tu sais, pis c'est... Je veux pas dire qu'on va pas jouer, mais tu sais, Warcry, Horus Heresy, c'est tellement facile à jouer, puis c'est tellement pas le même genre de communauté. Fait que... verra. On sait pas ce que le futur nous réserve. Mais c'est ça. Un autre épisode là-dessus, mais on peut aussi penser... En tout cas, moi, j'ai commencé à penser à des alternatives pour faire les batailles de masse avec les modèles de Age of Sigmar. Ouais, on pourrait. Si vraiment à un moment donné... tu sais, ça pourrait être un sujet, l'exemple, les alternatives, parce que je sais plus si on en parlait l'autre fois ou si c'était quand on parlait entre nous autres à un moment donné, mais tu sais, je disais à Kevin, tu sais, mettons que le balancier ne reviendrait pas d'ici 5 à 10 ans. La tangente que ça prend, ça veut pas dire qu'un jour, ça va toujours nous tenter ces jeux-là, mais que les figurines vont nous tenter. C'est un peu ça, The Old World. Là. Moi, je veux réutiliser des figurines, puis ça peut servir à The Old World ou à d'autres jeux. C'est un projet. C'est pour ça que je le fais. C'est un projet de hobby. C'était... c'est basé sur ton hobby. Avec Miles, ça nous tentait de faire des Dark Elf. Fait que c'est basé sur mon hobby. Parce que les Bretoniens, je veux les utiliser aussi dans Warcry, Age of Sigmar. Fait que j'ai plus une idée de ce que je veux faire avec.
En fait, j'ai acheté une boîte de bretonnier on foot, puis j'ai des goules. Oh! Dans le fond, c'est 2 boîtes de bretonnier. Je sais pas. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai travaillé sur mon Cult of Slaanesh, là. J'ai un. Je sais pas où ce qu'elle est rendu. Mais j'ai une Witch Elf de fait, puis 5 Spearmen. Fait que c'est pas mal la base. Ben ouais. Mais là, contrairement à d'habitude, puis Oh. là, Miles Oh. écoute pas, mais fuck you, Miles. Je vais pas tout C'est de suite. probablement la seule chose qu'ils vont avoir compris de ce que Ouais. tu as tout dit. Vu Je que vais la seule pas- affaire que tu dis en français, Là- c'est de l'envoyer promener en Ouais, anglais. là, faut pas tout de suite que, comme d'habitude, je butterfly, puis maintenant, je vais faire un héros. Parce que là, sinon, dans un mois, je vais avoir un héros sur la coche, 5 Puis le Spearmen reste. et une Witch Elf. Là, faut que je me ballonne dans la fourche, puis je me force à faire au moins les Spearmen. C'est mon Ouais. défi de. Parce que je le sais, c'est tout le temps ça que je fais. Je suis rationnel, je me dis, je vais faire mon color scheme. Comme quand tu parlais à la soirée peinture, j'essaye de faire. Mais toi, tu finis les troupes. Moi, je les finis pas. Mais c'est important de se connaître. Tu sais, le niveau de tolérance qu'on a à la répétition, le niveau de tolérance qu'on a à un certain style de modèle, à la répétition de certains styles de modèle, ça aussi, ça existe. Ben, moi, j'ai de la misère Le avec problème, ça c'est. aussi. Les skirmish Ouais. games m'attirent plus parce que j'ai plus d'espoir de finir quelque chose. Mais si je me mets à faire trop de figurines différentes, des héros, c'est là aussi que je me tire dans le pied. Fait que, à chaque fois que j'essaye Oui. des affaires, là, je vais essayer de faire un peu de Spearman. Puis là, eux autres, ça ressemble assez pour que tu puisses en batch painter une couple l'un après l'autre. Ouais. C'est bon, ça. C'est vrai que c'est une des forces du Old World, c'est que les modèles se ressemblaient tellement les uns après les autres parce que tu voulais pas non plus les faire trop individualisés. Ils sont trop individuels dans une bataille de masse parce qu'ils sont tous collés les uns sur les autres, ça devient un petit peu compliqué. Ben, c'est ça, là, j'ai Tu peux comme essayé. répéter ta batch de peinture, ta recette, puis ça look good en groupe. Ben, c'est ça, j'ai pas essayé de faire 42 highlights sur ceux-là non plus, puis je suis resté dans. J'utilise à peu près 5-6 couleurs, that's it. Ouais. T'sais, Puis après ça, quand tu j'essaye vas de- mettre ton héros dedans, ton héros qui, lui, peut être customisé, qui, lui, peut être kit bashé, qui, lui, peut être avec 42 highlights, quand C'est ce ça. héros-là va être dans la squad, il va popper bien plus. C'est le plan que j'essaie de faire depuis 1999, mais que j'échoue tout le temps. Mais là, on réessaye une autre fois. Ben là, on va T'sais, le moi, réussir, Phil. je suis dans la folie, ça fait longtemps. Là. Moi, c'est pas 2, 3, 42 fois. Hein? On n'oublie pas, pendant la pandémie, t'as fait quoi, Kevin? 2 armées? J'ai fait 15 Terminator. Ouais, mais on avait une game d'Apocalypse, puis je savais pas laquelle des deux armées je voulais faire. Non, je sais, mais moi, Fait que j'ai j'ai fait fait les deux. 15 Terminator. C'est bon, ça? C'est ça. T'as-tu d'autres choses dans ton hobby, c'est tout? Non, je m'en vais au Beach Club en fin de semaine, à part ça. C'est correct. On est de retour dans le personnage. Ou t'es en train de nous dire que tu vas peindre des Dark Elves en batch painting à la plage. Oh! Non, bro. Pour faire ça, il faudrait que tu sois prime en tabarouette. Oh! Wow! Wow! Tu dois de Merci. l'argent à Logan Paul, là. Non, non, non! Je dois de l'argent à Logan Paul, puis à toutes les compagnies qui font des primers pour peindre des modèles. T'as-tu vu? Jeu de mots à 3 levels! Ça va-tu que je suis fatigué? Ok. Ouais. Ça va devenir déprimant. Oh, bravo! Non, des Prime, hein. L'accent est important. C'est vrai. Moi, pour mon hobby, on a fait la soirée peinture live samedi dernier. Donc, c'était vraiment cool. On a eu un petit peu plus qu'une vingtaine de personnes qui se sont pointées. Plein de beaux projets qui se faisaient. On a des gens qui faisaient des Stormcasts pour la première fois. On avait des gens qui faisaient leur première fois à prendre de la peinture et le mettre sur un modèle. Donc, je tiens à saluer Guilbeault, le Hobbit, qui était là pendant notre soirée Lord of the Rings, qui venait peindre son premier modèle ever. Et elle a décidé de prendre le modèle qui, je crois, était le plus simple de toute sa collection. Ce qui veut dire qu'elle avait le choix entre un Fellbeast avec Nazgûl ou un Mumak. Ouais. C'était ces deux choix de modèle. Fait que dans la suggestion, j'ai suggéré d'amener le Nazgûl avec la Fellbeast. Ça serait plus facile que le Mumak. Puis on s'est attelé à le faire. Donc,
On a primé le modèle, on a fait les base coats, on a réussi à terminer sensiblement le modèle avec toutes les étapes. Fait qu'on a fait base coat, shade, highlight, highlight. Ce qui lui restait à faire, les highlights, on les a fait en dry brush pour que ce soit un petit peu plus facile. Mais on a réussi quand même à lever le modèle à un niveau qui était très bien. Puis c'est tout elle qui l'a fait. Fait qu'elle a de quoi être vraiment très, très fière. Puis ce qui est vraiment cool, puis là, je vous partage mon petit moment de bonheur. On a beaucoup de gens qui passaient par la table de la soirée Peinture Live pour pouvoir venir voir un peu qu'est-ce qu'on faisait, puis t'es un peu gêné. Puis vous me connaissez, les gars, moi, quand je vois des gens gênés, je m'assure qu'ils savent que je les vois. Fait que, mais dans le bon sens, là. OK? Si vous nous écoutez en ce moment, que vous êtes comme, OK, lui, il va me rendre mal à l'aise. Non. Mon but, c'est que tu ne te sentes pas mal à l'aise longtemps. Tu es déjà mal à l'aise, je vais m'arranger que tu te sentes à l'aise le plus rapidement possible. Pas longtemps. J'ai pas un parfait contrôle sur ton malaise, là. À un moment donné, ça t'appartient. Mais j'avais un groupe de 5 personnes qui étaient autour des tables, qui regardaient, qui avaient l'air de se parler et de poser des questions, mais ils étaient toutes entre elles. Fait qu'au bout de la ligne, personne ne répondait à rien parce qu'ils ne savaient toutes pas qu'est-ce qu'on faisait. Fait que je suis allé les voir, puis je leur ai parlé un peu de qu'est-ce qu'on faisait, puis ils étaient vraiment estomaqués de voir la passion des gens qui étaient autour de la table, les différents modèles, le fait qu'il fallait les assembler, qu'il fallait les peindre, puis qu'après ça, on pouvait les jouer sur des tables. Puis là, c'est cool parce qu'à l'Abyss, à l'étage où est-ce qu'on était, tu as la table de jeu qui est disponible dans le fond de la salle, de l'espèce de fond de cubicule. Fait que dans le fond, au fond de l'Abyss, vers les vides, vers le mur, au fond de la salle à manger, il y a 2 tables de jeu. Puis une des tables de jeu avait des terrains partout sur la table, quasiment prêts à être joués. Fait que ça m'a permis de pouvoir leur montrer ça. C'est par exemple un terrain, une table avec des terrains que, encore une fois, il faut les assembler, il faut les peindre. Puis c'est là-dessus qu'on joue, qu'on peut raconter des histoires, puis on peut faire des compétitions. Puis t'es wow! OK, mais si on veut essayer, que c'est dur à comprendre, c'est dur à peindre. Mettons, moi, je suis pas bon là-dedans. J'étais comme, hey, on va aller voir Gilbo, le Hobbit. Fait que j'ai pu me servir du cours que je donnais en même temps avec Gilbo pour pouvoir dire, c'est ton premier modèle, qu'est-ce que tu en penses? Tu viens de le commencer. Elle était rendue à avoir fait, je pense, le premier base coat. Il fallait faire une 2e couche. Puis elle a pu partager son expérience. Puis les clients étaient vraiment comme, ben, on a hâte de le voir quand il va être fini. Ça va te prendre combien de temps? Puis là, je leur disais, j'ai promis, on finit à 9h. À 9h, il est fini. Sûr et certain. Puis on est allé les voir à 9h. Elle a pu présenter son nouveau modèle fait à une gang de gens qui ne connaissaient rien du hobby pantoute. Eux ne se connaissaient pas. Puis ils ont tripé ensemble à 5 plus elle autour de la table, à se féliciter, à chanter. Pour vrai, c'était un peu surréel. C'était magnifique parce que c'est des gens inconnus qui encourageaient quelqu'un d'autre dans ce hobby qui, là, a donné envie à ces gens-là d'essayer. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très, très cool de pouvoir voir quelqu'un de nouveau qui partage cette passion-là avec d'autres personnes qui vont peut-être être nouvelles dans le hobby aussi. Tout ce que ça a pris, c'est un petit 2 heures avec de la peinture autour d'un modèle, puis elle a un modèle fini. Fait que si vous aussi, vous nous écoutez, vous êtes comme, on va peut-être ça, pratiquer des techniques, apprendre comment peindre même. Je n'ai pas quand on cale des soirées peinture live, ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer, de pouvoir vous donner des trucs. À la limite, je ne suis pas un pro, je ne suis pas au niveau de Miles, je ne suis pas au niveau de Phil, je ne suis pas le meilleur peintre du monde, mais je peux clairement vous aider à avoir un modèle fait assez rapidement qui va donner un beau résultat. Ça, je peux faire ça. Fait que ça me fait plaisir de pouvoir le faire. Fait que ça a été comme mon petit bonbon de cette journée-là. Bon, vous comprendrez que ça veut dire que si j'ai donné un cours de peinture, j'ai pas vraiment fait beaucoup de hobby pour moi. Mais j'ai réussi à avancer et là, aujourd'hui, il est presque terminé. Là, ça va peut-être pas focuser bien. Pas pire. Ouais, pas pire. Pas pire. Donc, j'ai commencé à peindre 3 Annihilator Stormcast. Là, ils sont presque terminés. Il me reste des détails, les highlights, puis la base à terminer. Fait que j'ai pu avancer un peu sur mon projet Stormcast Dominion. Fait que là, j'arrive vraiment proche de la fin. Je suis, comme je disais, à 1 ou 2 étapes près d'avoir terminé les 3 Annihilators. Fait que là, après ça, je m'enligne sur les 5 derniers Vindictor, qu'on voit pas super bien, mais dans le fond, c'est des Spearman Stormcast. Fait qu'il m'en reste 4 à faire sur les 10 qu'il y avait dans la boîte. Puis j'ai commencé aussi le porte-bannière qu'on voit pas super bien et que j'ai voulu tenter une nouvelle recette de peinture sur lui. Mes autres sont plus argent bleuté. Lui, j'ai essayé la nouvelle peinture Army Painter
Nouvelle, semi-nouvelle. J'avais jamais essayé encore, qui est Enchanted Steel. Je m'attendais à ce qu'il sorte plus bleuté. Pas vraiment. Ça sort un peu comme un genre de Iron and Steel avec du Null Oil. Il y a peut-être un peu de bleu dedans, mais c'est très relatif. Mais je me suis dit, je suis pas mal sûr que si je le layer avec du Grey Knight Steel, ça va juste me donner un look d'armure semi-bleutée, mais avec les cracks plus noirs. Puis pour un héros qui est un porte-bannière, ça me dérange pas qu'il y ait un color scheme un peu différent des autres bonhommes qui sont sur la table. Fait que je vais l'amener là. Je vais voir où est-ce que je l'amène là-dessus. Mais j'étais content de pouvoir avoir essayé Enchanted Steel. Je trouvais ça cool. Fait que pour n'importe qui veut faire à la limite là, du métal rapide, puis tu cherches une genre de recette de silver avec du null oil, Enchanted Steel, ça fait la job. C'est ces deux-là mis ensemble. J'ai beaucoup de plaisir à essayer les Army Painter métalliques. Aztec Gold, c'est rendu un de mes nouveaux préférés. Ah. Je l'adore. Je travaille on the side, là, on ne le voit pas, là, mais bon, sur la pyramide qui venait dans la boîte Nightmare Quest des Stormcast contre les ghouls de Warcry. Ça venait avec une pyramide. Puis dans la campagne, Xavier, c'est comme créer une petite campagne de Warcry on the side avec des gens de la campagne qu'on a fait. Donc, il run sa première campagne de Warcry, fait que c'est comme créer un petit groupe. Puis il m'a demandé si je pouvais peindre une deuxième pyramide, parce que lui, il y en a une chez eux, mais il en voudrait une deuxième pour la deuxième, notre dernière game, dans le fond. Fait que je me suis engagé à peindre ça aussi, en plus de mes héros Stormcast de Dominion. Fait que je vais essayer de faire ça. Puis tout mon doré va être en Aztec Gold. Fait que ça va aller vite. Puis c'est pas mal ça dans mon hobby. Des Stormcast, du Warcry. J'ai adoré mes games de Warcry avec Xavier et la gang. Là. C'était vraiment nice. Puis c'est rare que j'ai la chance de pouvoir jouer moi-même parce que la majorité du temps, je run les événements. Fait que je joue pas pendant ce temps-là. Fait que je me fais des défis de peinture, fait que c'est nice, mais ça fait que je joue pas vraiment. Fait que là, de pouvoir embarquer dans le projet de quelqu'un d'autre et de pouvoir jouer, c'était vraiment cool. Fait que j'ai pu aller avec mes Cities of Sigmar puis créer mes deux personnages de Marshall et Lily qui sont, qui sont deux personnages importants de ma warband maintenant. Je pourrais vous en parler. Marshall et Lily. Ouais! Manque-tu Barney, puis... Ouais! Bon, là, pour ceux qui ont déjà écouté How I Met Your Mother, vous vous dites, OK, mais Marshall et Lily, c'est ça l'inspiration? Oui, c'est ça l'inspiration. Je pense que je vais vous en parler dans un autre épisode, parce que là, je m'étire un peu, fait que j'ai pas envie de prendre plus de temps. Mais je vais vous l'expliquer dans un autre épisode, promis. Puis je pense, il me semble que j'avais quelque chose d'autre que je voulais dire, puis j'ai complètement oublié. Ouais, j'ai complètement oublié. Fait que je suis vraiment désolé. Mais c'est du beau hobby. Oh oui! Là, je me rappelle. Donc là, vous avez droit à un petit trip down de c'est quoi un cerveau TDAH. J'ai reçu ma valise de modèle pour le transport quand je vais aller en Grèce pour mon voyage de noces. Fait que j'ai commandé de Monument Hobbies le mini Go Bag. Puis c'est un plug foam, un peu comme les vieux Monster Foam de Games Workshop, là. Mais ça, ils se zippaient avec un autre qui transportait peinture, non? Ouais, dans le fond, la façon qu'ils font leur sac, j'ai un petit zipper. Puis en arrière, j'ai deux velcro. Puis quand tu achètes soit le Evo Bag ou le Neo Bag, Neo Bag, c'est une version plus petite. Le Evo Bag, c'est le gros. J'ai aussi commandé le gros qui devrait rentrer d'un jour à l'autre. L'idée, c'est que tu puisses velcroer ça en arrière de ton Evo ou de ton Neo Bag, puis que c'est fait pour des sacs qui sont faits en angle. Fait que tu peux les mettre à terre devant toi, mettons, quand tu es à l'aéroport ou quand tu es dans l'avion. Puis quand tu les ouvres, il y a une surface de travail. Fait que tu as tes peintures qui sont alignées devant toi, puis tu as ta surface de travail devant toi. Fait que pour quelqu'un qui est à l'hôtel, mettons, qui veut juste tout tréballer ça d'une coche, ben ça se dépose à terre facilement, ça va pas tip over. Fait qu'il n'y a pas de chance que ça tombe, vu que c'est fait avec un angle sur le sol. Je trouvais que ça avait l'air vraiment cool. Puis ma blonde était vraiment willing là, à l'idée de dire genre, ben, si moi elle a envie de dormir jusqu'à 11h, puis que moi je suis réveillé tôt le matin, ben, ce serait le fun que je puisse faire du hobby. Fait qu'on voulait trouver une façon
facile, convivial à transporter aussi en même temps, parce que quand on s'en va en Grèce, on va se promener d'île en île durant 2 semaines. Fait que ça veut dire beaucoup de transport par avion, par bateau, par auto. Fait que d'avoir ce sac-là, ça va être plus pratique pour moi. Fait que voilà. Fait que je pourrais vous tenir updaté. Puis j'ai eu la chance pendant la soirée Peinture Live de voir plein de Evo Bag en personne. Plein des gens qui étaient là pendant la soirée Peinture Live avaient leur sac Evo Bag. Fait que je trouvais ça vraiment très, très cool de pouvoir voir comment est-ce que c'était. Comment ça fonctionnait en vrai, puis c'était quoi l'espace que ça prenait, puis tout le kit. Fait que j'ai comme droit à une formation 101. Oh. Ouais, c'est ça, j'ai droit à une petite formation 101 sur quel genre de peinture va dedans, les peintures que Shop il fait dessus. Toutes des questions que j'aurais eues sensiblement, que j'aurais pu fouiller sur Internet, mais que là, je pouvais en parler avec des hobbyistes. Puis c'était vraiment cool. Puis c'est ça. C'est tout. J'ai rien d'autre sur mon hobby, je pense que j'ai assez parlé. On est prêt pour le sujet principal? Yeah! OK! Sujet principal, on est à un drôle de moment, je trouve, dans le hobby parce que on peut prédire les nouvelles éditions. Là, on a la 4e édition qui s'en vient là, dans quelques mois. Les nouvelles éditions pour Games Workshop, c'est assez simple. Là. Les 2 main games, 40K, Age of Sigmar, leurs nouvelles éditions sont toujours durant l'été. Fait qu'aux alentours de juin-juillet, c'est là que ça sort. Wow, t'es tellement intelligent, bro, man. Fire. Fait que, comme on peut prédire à l'avance qu'aux 3 ans, à peu près, maintenant, c'est leur cycle de renouvellement d'édition, on sait qu'il y a un été aux 3 ans qui va avoir une nouvelle édition. Puis là, ben, comme les éditions se chevauchent, ben, on a eu 40K 10e édition l'année dernière, durant l'été. Là, on a 4e édition Age of Sigmar qui s'en vient cet été. Puis, ben, comme je disais un peu au début de l'épisode, on a ramassé plein d'informations, puis on s'est dit, on va jaser la 4e édition. On en avait parlé de la 10e aussi, si je me rappelle bien, quand la 10e édition était sortie. On avait un petit peu parlé de c'était quoi nos appréhensions, c'était quoi notre opinion, les informations qu'on savait. Fait que si vous connaissez déjà Age of Sigmar, vous jouez à la 3e édition, par exemple, ben, on va essayer de faire des parallèles entre ce qu'il y a dans la 3e qui ne va pas se retrouver ailleurs, puis ce qui ne se retrouvait pas à la 3e qui maintenant va être dans la 4e. On a toute une expérience un peu différente avec Age of Sigmar 3.0. J'ai peut-être joué un peu plus que vous deux. Peut-être. Mais on a tous un peu notre opinion sur la 3.0. Puis maintenant, on a des articles que Games Workshop nous sortent régulièrement. Fait qu'on a plein d'infos. Si vous n'avez jamais joué à Age of Sigmar, mais si vous êtes intéressé, vous aimez les modèles ou vous avez des amis qui jouent, mais vous êtes concentrés dans 40K ou dans d'autres sortes de jeux, mais vous dites, il me semble que ce serait le fun. On va essayer de vous démystifier un peu comment est-ce que ça fonctionne Age of Sigmar, puis les nouvelles règles de la 4.0, en quoi est-ce que ça va s'en tenir un petit peu, pour les informations qu'on a. Parce qu'on se rappelle que là, l'épisode, au moment où il est enregistré, on est au mois d'avril. La nouvelle édition sort au mois de juin. Fait qu'on a très, très, très peu d'informations quand même comparé à ce qu'on risque d'avoir rendu au mois de juin. Fait que prenez ça avec un grain de sel quand même. Là. Mais ouais. Fait que je commencerai. Les gars, est-ce qu'on commence par donner les infos qu'on a? Est-ce que vous voulez parler tout de suite de votre opinion? Par où est-ce que vous voulez qu'on commence? Moi, je veux juste que tu m'expliques quand tu disais il y a un été ou 3 ans. Je m'as perdu. C'est parce que pendant que je le disais, je me disais. Là, il y avait tellement de mathématiques, là. Tellement... Je me suis dit, il y a un été aux 3 ans parce qu'on a une nouvelle édition. Puis pour ça, je me suis dit, ben non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. On a eu 40K l'année passée. Fait que c'est qui se chevauche? Fait que c'est même pas aux 3 ans. Là. C'est qu'on va avoir des gaps. Mais, blague à part, tu veux qu'on parle de ce qu'on sait ou tu veux donner nos opinions? Comme. Mettons que j'aurais lu ton fichier. Mettons que je nous connais. J'ai l'impression qu'on aimerait plus parler des informations qu'on a pour pouvoir informer les gens qui nous écoutent, puis ensuite donner notre opinion. Fait comme ça, ils peuvent savoir de où vient notre opinion vu qu'on a donné l'info. C'est ça, une progression organique.
Hey, je savais que j'aurais droit à un thumbs up puis une Ouais. approbation. Je savais. Comme mon Red Bull sans sucre, fait avec des produits organiques. C'est bon. Fait que je commencerai un des sujets qui est très de l'heure dans les main games de Games Workshop, c'est qu'ils ont séparé les modes de jeu entre narratif, match play puis open play. Ça a été ça depuis, j'aurais tendance à dire la 8e édition de 40K. Puis Age of Sigmar, 2e édition. C'était dans la première, il me semble, non? En première édition. Mais c'était parce que la première édition, c'était vague. La Ouais, mais première il disait édition- tu pouvais jouer genre comme avec. Va chercher dans ta tablette, Dave. Ouais, c'est ça. Tu pouvais jouer avec genre le nombre de wounds, puis il me semble qu'il y avait quand même Ouais. des modèles. Il y avait des Anyway, modes de jeu, effectivement. c'est pas tant important. Il y avait des Dave modes de va jeu, chercher. effectivement. Ouais, c'est ça. Vas-y, Dave. Mais je laissais la première édition de côté parce que la première édition, jusqu'au General's Handbook, il n'y avait pas de points. Fait que le match play existait semi. Ils ont commencé ça avec une édition X de 40K, Ouais. puis ça l'a continué dans Age of Sigmar après. Puis là, maintenant, c'est rendu comme la norme. Là. Ouais. Ils changent les noms, là, mais tu sais, dans le fond, tournoi, narratif, puis open play. Là. Ouais. Puis là, David, il est vraiment triste parce qu'il a tassé son confrontation pour rien. Ouais. Je l'ai sorti à m'amener pour checker de quoi, puis j'ai jamais remis à sa place. C'est bien correct. Fait qu'à quelque part, aux alentours de 2015-2016, Games Workshop a amené l'idée de 3 modes de jeu. Et là, on apprend dans la nouvelle édition 4.0 qu'il approche les choses un peu différemment. On nous parle de Core Rules et de Advanced Rules. Et là, il crée des modes de jeu. Donc, par exemple, Match Play, Spearhead, Path to Glory. Ouais, puis color-coded, puis tu agglutines ça selon le mode de jeu que tu veux jouer. Fait que dans le fond, ils ont comme séparé les documents ou les parties de règles dont tu aurais besoin selon le mode de jeu que tu veux jouer. Ouais. Mais ça, ils ont commencé ça dans la dernière édition de 40K. C'était juste pas color-coded. Mais ils parlaient déjà de Advanced Rule, puis de... Là, c'est juste vraiment comme l'affaire qu'on a déjà parlé. Là. Moi, ça me surprend tout le temps que dans la même année, ils sortent 2 versions de leurs 2 jeux, puis tu vois clairement qu'ils commencent dans un, puis ils continuent dans l'autre, au lieu de te sortir les 2 la même affaire. Là. En tout cas, ça va toujours de mon cerveau de planification, il est comme, mais vous pouviez pas, genre, vous aligner un moment donné. Anyway. Parce que, tu sais, ça serait tellement plus simple. Tu sais, comme je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais là, maintenant, tu as l'impression que ce qu'ils ont fait dans la 10e de 40K était inachevé. Parce qu'ils build up là-dessus pour Age of Sigmar, par exemple. Ils sont jamais capables de faire. Tu sais, puis c'est parce qu'il n'y a pas 5 ans de différence. Fait que je me dis, à un moment donné, même si tu as développé les 2 en parallèle, quand tu arrives dans la dernière année, 2 dernières années, à un moment donné, tu t'assois avec tes designers, puis tu fais bon, toi, t'es rendu où? Toi, t'es rendu où? Ben, toi, il fait comme lui. Mais là, parce que tu vois clairement que les designers se parlent. Non, je sais, c'est pareil. Là, il est là le problème. Mais je veux dire, la folie, c'est après toutes ces années qu'on a tout le temps le même commentaire. Ça serait un moment donné que tu pourrais le régler. Mais ouais, c'est ça. Parce que là, maintenant, c'est ce qui est nouveau, c'est beaucoup ça. Là, c'est ce que tu expliques, ils l'ont commencé à 40K avec Combat Patrol au lieu de Spearhead. Ouais. Mais tu sais, vraiment, ils font la même chose. Fait que là, ils font le mode de jeu comme à 40K, que ils essayent de dire, c'est vraiment comme t'as la boîte, tu joues avec ça, il y a les War Scrolls. Mais là, c'est la coche qui rajoute, comme tu dis, c'est que tout est color-coded selon le type de jeu que tu veux jouer. Puis même les War Scrolls, il y avait l'air de dire qu'il y en a, surtout ceux pour Spearhead, qui vont être différents selon le mode de jeu que tu joues. Fait que j'imagine que c'est vraiment pour quelqu'un qui commence à jouer, genre j'ai à lire jusqu'à là, puis là je joue à tel mode de jeu. Mais là, en plus, c'est visuel. Mais quand on lit l'article, il nous précise que les core rules, mettons que tu veux jouer, on va les amalgamer, OK? Tu veux jouer à Spearhead parce que soit tu veux jouer des plus petites parties, des parties plus simples, ou tu es un débutant. Ils te disent que tout ce que tu as besoin, c'est les core rules. Les core rules, ça explique phase de mouvement, le fighting, le shooting, la cohérence et les objectifs. Fait qu'on est vraiment à la base de Warhammer. Ça, c'est ce dont tu as besoin pour jouer à Spearhead. Après ça, tous les autres modes de jeu rajoutent le reste des règles avancées.
La seule différence, c'est que si tu veux jouer à Path to Glory, qui est leur équivalent de Crusade pour 40K, qui est le mode narratif maintenant. Tu sais, quand on parlait tantôt narrative play, oui, c'est ça. Quand on parle narrative play, maintenant, si on regarde dans 40K, narrative play, c'est devenu Crusade. Maintenant, dans Age of Sigmar, narrative play, c'est Path to Glory. Et là, la différence qu'il va y avoir entre Path to Glory, donc leur mode narratif, et le mode match play / tournoi, match play puis General's Handbook étant développé pour les compétitions, il n'y a pas de différence entre match play et General's Handbook. Il n'y en a pas. Pour Path to Glory, ils ont enlevé la partie update des General's Handbook. Parce que justement, dans un Path to Glory, tu n'aurais pas besoin d'utiliser les updates de règles des General's Handbook. Tu pourrais juste raconter ton histoire, raconter ta campagne, raconter la narration de toute l'épopée de ton armée, sans avoir à tenir en compte toutes les General's Handbook. Parce que là, l'objectif de Games Workshop, c'est de sortir des General's Handbook, un peu comme qu'ils faisaient dans la 3.0. Mais que maintenant, c'est là-dedans qu'on va trouver les genres d'errata aussi. Ce qui veut dire que, possiblement, si tu joues Path to Glory, tu aurais moins besoin de cette partie-là. Mais sinon, c'est la seule différence qu'il y aurait entre Path to Glory, Match Play, puis General's Handbook / compétition. C'est la partie errata / General's Handbook avec des saisons dedans. C'est un peu ce qu'ils faisaient en ce moment. Fait qu'ils suivent le même modèle. Mais maintenant, ils vont peut-être essayer d'en sortir plus souvent. Et là, c'est un petit peu là que moi, je m'en vais. C'est que je pense qu'on va peut-être voir plus souvent des General's Handbook. Ben, pour que ça fitte. Sinon, ils vont toujours être décalés. Là. Ouais. Fait que c'est ce qu'on a comme information pour les modes de jeu. Est-ce que vous avez autre chose? Non, mais là, si on essaie de passer un peu là, vite, là, pour pas. Parce que dans le fond, il y en a quand même beaucoup, là, mais les différents règles, ils ont parlé. En date, on a vu le Priority Roll, les War Scrolls, les réactions, la Close Combat. Je sais pas lesquels que tu veux regarder un peu plus, là, ou si on en jase un peu. Exemple, le Priority Roll, le changement, c'est surtout que maintenant, un peu comme la composition d'armée qui ont fait un article, c'est beaucoup maintenant, ça te donne des choix puis des avantages pour le match play. C'est-à-dire, tu vas avoir des bonus d'objectifs, tu vas avoir... c'est plus relié à la mécanique du jeu maintenant là, que de... C'est une ressource que tu peux utiliser. Là. Choisir quand tu as ou pas le priority roll, choisir quand tu as ou pas ton double turn. Quand tu bâtis ton armée, ils ont carrément imbriqué dans les règles le concept de drop. C'est rendu un terme qu'ils utilisent dans les règles. C'est quoi? Le concept de one drop, two drop. Le concept que en combien de drop, de morceaux tu vas mettre ton armée sur la table, c'est important maintenant parce que c'est ça qui joue sur différentes règles puis bonus. Là. Fait que on voit encore que c'est quand même... On pourra donner notre opinion après, là, mais c'est beaucoup plus axé sur le match play. Ils ont quand même ramené les formations comme dans AOS 1.0, 2.0. Parce que je me rappelle plus, ça s'appelait-tu des formations ou des bataillons? Parce qu'exemple, ils ont même pris les mêmes noms pour les Wire Chamber, le Thunderstrike Brotherhood, l'échelon des... Ouais, la Chamber, des Dracottes. C'était les bataillons. Ouais. Fait que c'est comme, tu prends tant d'unités, c'est un drop que tu mets sur la table, puis ça te donne un bonus. Fait que puis là, tu peux en prendre un certain nombre en fonction du type de partie que tu joues, puis de tes héros. Fait que c'est similaire, mais c'est... Après ça, on sait comment ça marche. Là. Ça va être simple au début, puis ça va devenir compliqué 3 ans plus tard. Mais ça, je pense que c'était quand même pas pire. Mais il y a aussi les réactions. Maintenant, là, ils ont pris comme ce qui avait été mis dans EOS 3.0, puis ils en ont fait des réactions comme à Horus Heresy. Fait que maintenant, dans chaque phase, tu peux réagir à ton adversaire, mais c'est un peu plus streamliné que Horus Heresy. Il y a vraiment des moments... Puis c'est vraiment encore là très match-play, genre you go, I go. Genre, t'as-tu une réponse? Ouais. Pour pas niaiser comme à Magic. Il y a vraiment... L'approche de la réaction, je dois avouer que je la trouve vraiment très intéressante. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus de l'Horus Heresy. Fait que quand j'ai vu que dans la 4.0, ils nous amenaient les réactions, il y en avait déjà dans la 3.0, là. Mais ils ont mis un point d'honneur dans les command points
a mentionné que les common points seraient plus rares et plus limités et qu'il n'y a Mm. aucun War Scroll qui te donne des common points. Ouais. Donc, les common points, tu les gagnes selon un organigramme. Là. Fait que genre, est-ce que tu es le underdog? Est-ce que tu as déployé moins d'unités que ou whatever? Là. Il y a comme des petites conditions là, qui font en sorte que tu pourrais en gagner un ou deux de plus, sensiblement. Mais c'est des ressources qui sont à dépenser et ils donnent plein d'options différentes qui ont changé certaines des règles qui étaient là avant. Mettons le rally, qui était, je vais me rappeler toute ma vie, la première game d'AOS que moi et Phil on a joué, où est-ce que je joue avec mes Beastmen contre ces Stormcast Eternal. Vous vous rappelez le fameux Annihilator que j'avais ici? Tu sais, là, je le remets devant la caméra. Là. Bon, Phil, il y en avait des comme ça, OK? Puis l'Annihilator, c'est comme des... comment est-ce que je dirais bien ça? C'est comme des Terminators, c'est stéroïdes dans 4K, mettons. Fait que l'Annihilator, quand il te regarde, tu meurs. C'est sensiblement comme ça. Ben, moi, il se bat contre mes Beastmen. Je mets tout ce que je suis capable de faire pour y enlever ces Annihilators. Je finis par réussir à en enlever 2 sur 3. Et Phil utilise Rally. Rally, au début de la 3.0, était sensiblement tu lances un dé par modèle de l'unité. Sur un 6, il revient à la vie. Ben, Phil a réussi à ramener ces 2 Annihilators. À ce moment-là, on a compris toutes les deux que je n'allais pas gagner cette game-là. Oh. Parce que j'avais aucune chance de résister à ça. Ça m'a pris tout ce que j'avais pour pouvoir en enlever 2 sur 3. Ça t'a marqué, ça t'a pris toute la 3e édition pour t'en remettre. Ouais. Puis là, c'est ça qui m'a marqué parce que. J'ai tellement massacré tes Beastmen qu'ils seront pas dans la 4e édition. Ouais, c'est exactement là que je m'en allais. On a kické out mon armée parce que je ne pouvais pas gérer d'Annihilator. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des réactions, on a un changement de règle au niveau de Rally, justement parce que de ce que je voyais en ligne, ça posait problème au niveau des règles. Puis on en a déjà parlé, je pense, mais dans un jeu de figurines, d'avoir des capacités à pouvoir ramener des modèles de la mort ou d'en summoner, c'est une problématique qui est intéressante parce qu'il y a des armées qui ont toujours, au niveau narratif, qui ont toujours tourné aux alentours du summon ou de ramener des affaires à la vie. Là. C'est un phénomène fantastique qui est intéressant. Mais c'est tricky à mettre dans un jeu de figurines parce que c'est facile de faire en sorte que ton opposant ait l'impression d'avoir rien fait. Et si ton opposant, après 2 heures, a l'impression d'avoir rien fait, c'est plat. Puis au niveau des règles, c'est pas toujours évident. Rally était une très bonne règle quand même, mais pour certains moments, pour certaines armées, selon certaines mécaniques, ça pouvait être un peu fatigant. Là, ils ont changé la règle. J'ai l'impression, encore une fois, que là, on lance des dés. Dans le fond, ce qu'ils nous demandent maintenant, c'est que tu vas lancer 6 dés. Sur chaque 4+, tu gagnes 1 point. Chaque point équivaut à 1 point de vie redonné à un modèle qui n'est plus sur la table. Et tu peux le ramener, il faut que tu le ramènes jusqu'à 100% du nombre de points de vie qu'il est censé avoir avant de pouvoir ramener un autre modèle. Ce qui est intéressant, parce que dans l'exemple qu'on a utilisé, ben, il y aurait eu peut-être moins d'Annihilator, par exemple. Fait que je trouve ça le fun qu'ils nous mettent cette mécanique-là, même si ça semble un petit peu plus compliqué, mais je trouve ça cool. Fait que c'est des beaux... Ben, c'est qu'ils ont pris les mêmes réactions, mais ils ont contrôlé un peu plus leur utilisation. Un peu la même chose pour les War Scrolls. Les War Scrolls, ils essayent vraiment de les rendre plus simples. On verra combien de temps ça va durer. Color coded encore. Mais à part ça, les changements, c'est surtout qu'il y a beaucoup de keywords avec des règles génériques comme à 40K. C'est-à-dire, oui. Au lieu d'avoir des règles différentes sur chaque War Scroll, ils ont l'air de dire qu'ils vont être assez similaires. C'est comme on a vu dans les derniers articles, anti-charge donne un bonus. Fait qu'au lieu d'avoir la règle de la lance machin, l'autre lance machin, ben peu importe ce que tu as, ça va être, mettons, anti-charge. Ouais, c'est les règles universelles. C'est ça. Encore là, color-coded, ils disent clairement dans quelle phase tu peux les utiliser. Donc, ils essayent vraiment de rendre ça plus visuel. Sinon, le reste, à peu près pareil. Ils ont rajouté sur les War Scrolls Objective Control, comme dans la nouvelle édition de 40K. Fait que ça va être beaucoup basé là-dessus. Mais... ils ont enlevé le Battleshock? Non, parce que là, c'est ça, j'allais dire, si on veut faire un petit peu de temps là-dessus, là, ben, c'était le combat puis le Battleshock. Ça, c'est quand même ce qui change beaucoup.
Le combat, on peut peut-être le faire vite en premier. Ils n'ont pas de temps à changer le combat, autre qu'ils l'ont rendu plus simple, effectivement. Là. C'est l'article qui sortait comme aujourd'hui quand Ouais. on fait l'épisode. C'est que maintenant, tout a comme un threat range. Quand tu charges, c'est une action dans la phase de mouvement. Il faut que tu te rendes dans la zone de threat de l'autre adversaire. Puis après ça, tu alternes les habilités de la phase de combat. Genre, il donnait comme exemple Shield Bash. Toutes les affaires qui avant étaient je te charge, il y a quelque chose, tu te fais charger, il y a quelque chose. Là, c'est juste du I go, you go, encore là. Toutes tes unités qui sont en combat peuvent activer leurs habilités. Puis après ça, tu utilises l'habilité Fight, qui est je me bats, tu te bats, je me bats, tu te bats, jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'unités qui peuvent le faire. Puis là, il précise, ça fonctionne aussi avec les unités qui seraient pas encore à corps, mais qui pourraient aller encore à corps. Fait qu'ils ont juste simplifié la phase de combat. Par contre, là, si tu veux parler du Battle Shock, la grosse différence, c'est qu'il n'y a plus de Battle Shock. Donc, tu ne peux plus te sauver du combat, mais il y a tu peux te retirer du combat en mangeant des Mortal Wounds qui sont rendus du Mortal Damage. Je sais pas pourquoi enlever le terme Wound. Là. Puis, donc, tu sais, c'est vraiment rendu. Il n'y a plus d'histoire là, de t'es-tu encore à corps ou pas. Ils ont vraiment simplifié ça, je pense. Là. Ça, j'ai quand même. C'était à essayer, là, mais j'ai quand même trouvé que c'est bien. On verra s'ils le recomplexifient à date avec d'autres trucs, mais je pense pas. Parce qu'ils ont vraiment l'air, comme tu dis, d'avoir bâti réaction, command point, puis toutes les habilités des War Scrolls pour que c'est vraiment du. T'as-tu une réponse, je fais quelque chose. T'as-tu une réponse, je fais quelque chose. Tu sais, c'est Ouais. rendu plus organique, là, les phases. Après ça, combien de temps Je... ça va durer? Là? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'article du corps à corps, il mentionne que, par exemple, quand tu veux faire un repli, le repli se fait à la phase de mouvement et que certaines armées / certaines unités ont accès, comme les Skaven, à un repli stratégique qui va les empêcher de recevoir les Mortal Wounds de repli. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des armées qui, narrativement, devraient avoir des règles comme ça. Non, mais c'est ça, au lieu que Les tu peux Skaven juste. sont faites pour se retirer. Ça n'aurait pas de sens qu'ils se retirent et qu'ils mangent des dégâts à chaque fois. À un moment donné, t'es comme, OK, mais comment ils ont fait pour sauver tout ce temps-là d'abord? Non, mais c'est Ça n'a plus pas de que ça, sens. je pense. C'est qu'en streamlinant vraiment les phases et en les simplifiant, ça fait qu'après ça, ils peuvent donner des bonus à des armées plus narratifs, comme tu dis, ou peu importe. Là. Mais avec ça, ça en est un exemple. T'sais, avant, tu pouvais juste jouer puis t'arranger pour faire la même affaire. Mais là, maintenant, dans les nouvelles règles, c'est comme tu veux t'en aller du combat, tu manges du dégât, ou ben, t'es un Skaven, tu vas pouvoir le dodger. Fait que, tu sais, Exact. j'imagine que ça va être pareil pour s'ils veulent une armée plus de corps à corps, plus de tirs, qui peut tirer au corps à corps. Tu sais, fait que ça va leur donner de simplifier ça. S'ils le font correctement après, ça va leur donner des moyens de donner vraiment de la saveur à certaines armées. En tout Mhm. cas, je trouve que ce concept-là, je l'aime bien. Là, on a tout dit à la même affaire là, dans la deuxième, troisième édition, des fois, ce qui finissait par nous gosser, puis à 40K aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de règles. T'sais, au début, ça va bien, t'as juste comme 4-5 choix de command ability, puis genre, 2 ans plus tard, il te faut 3 livres pour être capable de savoir ce que tu veux faire. T'sais. Fait que c'est. S'ils respectent les règles qu'ils ont mis là, moi je trouvais que c'était quand même bien. Après ça, ça l'ouvre la porte pour donner des bonus à certaines armées, mais je trouvais que c'était ça, c'est quand même que c'était bien, là, le combat. Puis Ouais. comme tu dis, le Battle Shock, ben, qui va être comme à 40K. Là. C'est juste faire des modèles en fonction du combat. Là. Il y a aussi là, vite, vite, les dégâts, c'est revenu un peu comme avant. C'est plus par modèle, c'est sur ton unité. Ouais. Fait, dans Puis le fond, mettons tu fais des dégâts sur l'unité et quand tu arrives ça au carry threshold de over. wound, tu enlèves le modèle. C'est ça. Fait que si tu joues Ah, les Stormcast puis que les Liberators, ils ont 2 wounds par modèle, 2 health par modèle, ça veut dire que dès que tu es rendu à 2 points de dégâts, tu choisis le modèle que tu enlèves. ça. Puis ça carry over. Puis Ouais. la preuve étant, ils donnent comme exemple les Croxicors, qu'ils ont un bonus qui fait plus de dégâts dépendamment du nombre de modèles. Fait que c'est vraiment. Les wounds vont carry over. Là. Tu fais 5 de dégâts, c'est contre des Liberators, t'enlèves 2 Liberators, puis il reste 1 health à ta unit. Quand elle repère 1 de health, tu renlèves un autre modèle, puis tu reset. Fait que encore là, c'est un peu comme avant, mais je trouve que de la manière qu'il l'expliquait, ça fit avec le reste de essayer de rendre ça plus simple. T'sais, Ben, au lieu d'essayer de dire qu'il y avait des weapons qui font plus de dommages, mais là, il faut que tu expliques si tu des modèles ou des points de vie que tu perds. Là, ils disent il y a un pool de wounds, puis à chaque fois que tu en perds tant, t'enlèves des modèles. Ça fait ça. Ça va-tu rester de même? Mais à date, ça a l'air assez simple. Là. Le rend aussi, là, tu peux plus.
stacker. C'est comme dans Ouais. toutes les autres éditions, dans leurs autres jeux, tu peux te stacker pour te protéger contre un malus ou un bonus. Là, il disait comme exemple, Plus la un. save, c'est +1. Toutes les armées vont être capées à pouvoir se donner +1. Mais ils ont réduit les rend aussi. Donc, quelque chose qui va avoir moins 1 de rend va être plus fort qu'avant, mais il n'y aura plus des affaires de j'ai -4 de rend, -3 de rend, -2 rend. Moi, je me donne +3 de save. Tu sais, c'est ça, je veux dire que ils changent pas les règles, mais ils simplifient les affaires. Après ça, ils vont-ils respecter leur propre code d'honneur qu'ils se donnent? Mais à la base, moi, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, ça ressemble plus à OS 2.0, là, qui avait pris ce qu'il avait fait la première mouture, puis qui l'avait rajouté certains trucs, mais qui l'avait simplifié dans le core rule. Je trouvais ça pas Est-ce pire. Fait que est-ce c'est pas le que, tour, je pense. David, as-tu des affaires dans ces articles-là que tu as vus qui t'ont frappé plus? Ben, l'arrivée de la nouvelle stats control. Ouais. On est-tu rendu au bout de l'opinion ou on est juste rendu au bout de. Ça m'a marqué, c'est arrivé, c'est là. Ok. J'aurais donné mon opinion tantôt. OK. Ben, Tantôt, on pourrait non, tout de ben, on suite peut en commencer avec ton parler. opinion. Ben ouais, vas-y. Vas-y, Qu'est-ce que bro, t'en man. penses, David, de la stat control? Je comprends. En fait, on en a parlé quand on a parlé de 40K parce que c'est arrivé dans la dernière édition de 40K. Ouais. C'est le même terme, c'est le OC. Non, là, c'est juste control. Il n'y a pas Pas OC objectif. qui était marqué sur le War Scroll? Non, juste control. Non, c'est control. Ah, un autre, ça c'est mon OCD à chaque fois. Là. Ton Pourquoi appeler OCD, ça? pas de D. Pourquoi appeler ça 2 fois? C'est pas la même affaire. Et là là. Fait que je comprends J'aime ça l'idée. jouer dans T'sais, ma- Gary. Tout de suite, tu vas voir ton unité, c'est quoi sa capacité de contrôler un objectif. Ça va réduire des débats, puis en tout cas, ça va peut-être faciliter. Comme on avait dit à 40K, tu sais, ça donne une idée de c'est quoi le rôle de la unit. C'est ça. Quand j'ai découvert les objectifs avec la 3e édition, il y en a peut-être dans la 2e édition de 40K, mais je les ai découverts avec la 3e édition, j'ai trouvé ça le fun, les missions objectifs, parce qu'avant, on venait de commencer, on savait pas trop où on s'en allait, puis on faisait juste se rentrer dedans puis se massacrer. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait des objectifs, ça a donné des games dynamiques, je trouvais ça le fun. Fait que j'haïs pas ça, les objectifs, ça a été une belle découverte dans mon hobby. Mais après, à force de faire des games, juste des games d'objectifs, je trouve que ça me limite dans mes histoires et dans mon narratif. Je trouve ça intéressant quand tu as un scénario, c'est une armée qu'il faut qu'il traverse, qu'il faut qu'il l'empêche. Tu sais, Ben, il peut y avoir toutes sortes de... ce que j'aime moins, que je te rejoins là-dessus, là, que j'aime moins depuis un bout pendant la 3e édition, puis que je suis PTSD dans 40K, la nouvelle, c'est que je trouvais que c'était cool, comme quand ils ont sorti les General's Handbook aussi au début, puis tu sais, ils rentraient les objectifs avec les Grand Army, Alliance, Rule, ces trucs-là. Mais quand ils ont commencé à intégrer dans les habilités, puisque les units font, que c'est faut qu'il y ait des objectifs, mais ça te limite dans le style de game que tu peux jouer. C'est là que tu sais. C'est comme quand, mettons, ta unit, son habilité qui donne sa saveur, c'est quand il y a un objectif proche d'elle, à tant de pouces, contrôlé ou pas, elle fait X, Y, Z. J'étais comme, ouais, ok. Fait que si c'est pas du objective control, cette unit-là a pas de saveur, tu sais, comparé à. Fait que là, c'est là. Puis là, à voir, tu sais, mais c'est ça. Moi, c'est juste mon bémol sur ces trucs-là. Je comprends l'objective control, puis comme tu dis, les objectifs dans même les games narratifs qu'on fait, t'en as besoin, tu sais, pour donner des étapes, des objectifs, des buts dans ta mission. Mais quand ça devient trop nécessaire, ouais, je trouve que c'est limitant. Fait que ouais, je te rejoins là-dessus. Là. Puis ça va dans l'espèce de transformation qu'on a vu à 40K, où puis c'est correct, il y a du monde qui aime ça, je juge pas ça, c'est juste pas le public cible, mais où la table devient comme une patinoire ou un terrain de soccer, puis là, tu as des goals. Puis le but, c'est d'aller compter des buts. Tu veux dire une lane à League of Legends, là? Ah oui, j'ai pas joué à League of Legends, mais oui. Ah, oui. Fait que mais c'est correct, c'est que ça devient un sport, comme un e-sports. Ouais. C'est autre chose, c'est pas la même chose. C'est les gros trucs d'objectifs pour voir la zone de contrôle qu'ils mettent sur les tables. Je comprends l'utilité, c'est intelligent. C'est un outil. C'est un outil, mais quand tu me mets ça sur la table, moi, ce que je vois, c'est là, on s'en va vers une patinoire, vers un terrain de soccer, vers un terrain de football. C'est plus un champ de bataille, parce que sur mon champ de bataille, j'ai pas des ronds. Moi, je préfère qu'on se dise, hey, j'ai mis un coffre là, c'est le coffre, c'est ça l'objectif. Ou la bâtisse, c'est ça l'objectif. Ben oui, la bâtisse est plus grosse qu'un objectif de 1 pouce, mais tu sais, dans l'histoire, puis sur ta table, ça donne une histoire. Puis là, ce qui nous amène, tu sais,
Ça veut pas dire que je peux pas jouer à Age of Sigmar 4e édition de la façon que j'aime, c'est juste que plus c'est imbriqué dans les règles, puis ça a des ramifications dans tout, plus c'est difficile pour moi de faire autre chose que ça. Ben, tu vois, quand la 10e était sortie, puis encore maintenant, j'ai la même conversation avec à peu près les mêmes personnes, tout le temps. Le Objective Control statistique, en soi, moi, ça m'intéresse pas. Mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Je peux comprendre que d'un point de vue compétitif, match-play, ce qu'on veut, c'est compétitionner autour des objectifs. Puis après ça, on fait des scénarios autour des objectifs parce que c'est ça qu'on met dans nos tournois, dans nos parties, dans nos pick-up games, dans whatever else. Fait que, comme c'est rendu que ça fait partie prenante de la façon dont c'est réfléchi quand on fait les scénarios, ça a du sens de mettre une stat pour faire ça. Puis les gens, souvent, ils me disent « Ben oui, mais pense-y, là, avant, là, c'était le nombre de modèles qu'il y avait autour de l'objectif qui faisait que ça décidait. Tu sais, pas logique. » J'étais comme non, puis j'avais pas non plus utilisé ça comme étant une règle. Ça dépend de ce qu'on fait. Si je prends un exemple, actuellement, là, les 2 War Scrolls qu'on a vus, qu'on sait, il y en a d'autres, là, mais mettons, les Liberators, ils ont un Objective Control. Objective Control, c'est une stat que par modèle dans l'unité, tu stacks cette statistique-là. Donc, si tu as 10 Liberator, tu as 10 d'Objective Control. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Hey, j'ai pris le temps de lire des règles. Je voulais être sûr de mon affaire. Là. Tu voulais pas manquer ta shot. Non. Puis c'est pour ça que c'est fait pour représenter à quelque part que c'est une troupe. Donc, plus il y en a dedans, plus ils peuvent protéger un objectif. Et là, on pourrait même l'étendre à une Tactical Squad à l'Horus Heresy. On pourrait l'étendre à ce que tu veux. Mais Nagash a 10 d'Objective Control. Puis c'est un dieu. Moi, je dois avouer qu'au niveau narratif, parce que mon cerveau, c'est là qu'il va, ça n'a plus de sens. Parce que si 10 Liberators peuvent être en train de protéger un otage mieux qu'un dieu, je suis un peu dérangé. Parce que l'objectif, c'est censé pouvoir représenter n'importe quoi qu'on voudrait bien que ça représente. C'est là mon problème avec la stat. Mais ça a toujours été un peu ça, Kevin, depuis qu'ils ont introduit ça. Oui. C'est pour ça que je dis que j'ai la même conversation depuis, parce que pour moi, la statistique, elle est bonne tant que c'est un rond de 3 pouces en plein milieu de ta table. Cette statistique-là, elle a du sens. On rappelle que Kevin vomit sa table quand il y a un rond de 3 pouces. Moi, pour que ça soit clair. Je peux pas croire qu'on fait autant d'efforts pour faire des belles tables avec des beaux décors pour pouvoir mettre des cercles de patinoire en plein milieu. Ça, moi, ça me tue mon immersion. Il n'y a rien qui tue mon immersion plus que de voir ce cercle-là sur la table. J'ai pas d'intérêt. Je vais prendre mon tape puis je vais calculer le nombre de pouces à partir du coffre. Parce qu'on se bat pour un coffre. On se bat pas pour un cercle. Si je veux me battre pour un cercle, je vais aller jouer au hockey. Ça va me faire plaisir d'aller jouer au hockey. On va avoir du fun à jouer au hockey. Mais c'est pas ça. C'est pas ça mon hobby. J'ai pas de fun là-dedans. Mais la stat d'Objective Control, elle a du sens tant qu'elle reste impersonnelle, tant qu'elle reste déshumanisée, tant qu'elle reste non narrative. À partir du moment où est-ce qu'elle devient narrative, il y a tellement de nuances. C'est là la beauté pour moi du narratif, c'est si on se bat pour une salle de contrôle, ben, il y a peut-être juste un personnage qui est capable de pouvoir gérer le langage qui est dans. C'est lui qui devrait pouvoir aller le chercher. J'ai pas besoin d'une statistique. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Puis ça, tu le gères dans tes règles de scénario. Ben oui. T'as pas besoin d'une règle générale pour le gérer. Ben non. Fait que c'est pour ça que je dis que la stat d'Objective Control, elle est directement liée avec la tendance match-play e-sport que Games Workshop a, parce qu'elle a seulement du sens là-dedans. Si c'est une gang de Terminator dans un Space Hulk qui doivent protéger une porte, t'as pas besoin d'un Objective Control pour pouvoir protéger une porte. Il faut pas que les Gene Stealers sortent. That's it. La Ravenwing doit partir avec le Fallen. Elle doit sortir de la table. J'ai pas besoin d'une statistique de ça. Faut protéger une bombe qui va exploser, il faut la désamorcer. J'ai pas besoin d'un Objective Control pour pouvoir faire ça. Cette statistique-là, elle existe pour répondre à ce besoin-là, puis c'est correct. Mais je dois avouer que j'ai un problème quand je la vois sur mon War Scroll, puis que je fais... Fait que là, tu m'obliges un peu à l'utiliser. Là, il faut que j'enlève une partie de la règle pour pouvoir me faire plaisir. Ça me dérange un peu plus.
C'est mon opinion. J'avais la même dans la 10e édition. Mais je dois avouer Contrôle-toi, Kevin. Contrôle-toi. après une conversation avec John, comme l'épisode est en français, je pense pas que John va nous écouter, mais je tiens à le dire. John, pendant notre soirée peinture live, m'a invité à jouer avec lui à 40K. Après que je lui ai mentionné à quel point est-ce que pour moi 40K c'était intéressant avant, mais que maintenant ça ne m'appelle plus. J'ai plus ce que je recherche dedans. Et pourtant, les règles universelles, c'est après avoir essayé Age of Sigmar, les règles sur le War Scroll en 2015, c'était nice. J'ai adoré ça. J'embarquais. Quand on était rendu avec des War Scrolls de 2 pages, là, j'embarquais plus. Maintenant que j'ai goûté aux 2 saveurs, puis que là, je suis capable de pouvoir jouer à l'Horus Series avec des règles universelles, ce qui me ramène à ce que je jouais dans The Old World, dans Warhammer Fantasy en 8e édition et dans la 7e édition de 40K, je préfère les règles universelles. Parce qu'un coup que je sais ma règle universelle, je suis capable de jouer peu importe c'est quoi. Le antigrave, je sais c'est quoi. Le plasma, je sais c'est quoi. Peu importe sur quel modèle, c'est ça que c'est. La règle universelle, pour moi, me permet de m'enlever ça de la tête. Il faut juste prendre l'effort de l'apprendre. Ben ça, c'est le bout qu'on avait aimé dans la diminution de 40K. Ouais. Moi, j'avais aimé les règles universelles. Oui. Le anti-infanterie qu'ils ont mis maintenant, mettons le Croxigore était l'exemple que tu donnais tantôt, là. La règle anti-infanterie, je l'adore. La règle qu'ils ont mis pour les Vindictors, ça m'a donné envie de peindre mes Vindictors. Juste pour montrer qu'ils ont mis une règle qui me donne envie de les peindre. Ça s'appelle quoi? Shield Wall. Ah. Mais pourquoi est-ce que ça me donne envie? Ils t'ont eu à Shield Wall! Ils m'ont eu à Shield Wall. Mais au-delà du Shield Wall, ouais, c'est ça. Au-delà de Uhtred puis de Last Kingdom, ils m'ont eu à Shield Wall parce qu'ils ont donné un nom de règle à quelque chose qui est représenté sur la table, qui est représenté sur le modèle. C'est attaché ensemble. J'ai ma stratégie. Ma stratégie est représentée par le narratif de mon modèle parce qu'il porte puis ce qu'il est censé faire dans son rôle. Et par le pouvoir qu'ils ont donné, par la statistique, par la règle, par le bonus. Tout ça est lié ensemble. Ça me donne envie de peindre des modèles. Fait que je trouve ça vraiment cool de la façon dont ils ont fait ça. Fait que ça, c'est un net positif. J'adore la règle de 3 pouces. Je suis un peu triste de voir le range des weapons quitter. Moi, j'aimais l'idée de dire j'ai une lance de cavalerie, j'attaque à 2-3 pouces. J'ai une spear à pitch, j'attaque à 2 pouces. Ça, je trouvais ça cool. Mais, dans toutes les éditions et les jeux qu'on a ça, honnêtement, ça n'a jamais changé tant que ça, quelque chose dans les jeux. Parce qu'on finit tout le temps en dedans d'un demi-pouce. Ouais. Fait qu'au début, moi aussi, j'étais comme OK, mais là, quand j'ai lu comme aujourd'hui l'article, que ça simplifie la patente, puis qu'en plus de ça, il donne l'exemple encore de tes Vindictors que t'as une spear, fait que t'as un anti-charge. Ouais. Quand tu te fais charger, t'as un bonus contre l'unité. Ça, je trouve ça cool. C'est plus simple à utiliser. Ça donne un petit flavor, mais ça simplifie le jeu. Fait que, à essayer, mais à date, j'étais pas contre. Ça m'a... Au dernier épisode, je mentionnais qu'effectivement, le fait de perdre les Stormcast, de la façon dont ça avait été fait, les Beastmen, les Bone Splitters, tout ça, ça m'avait laissé un peu amer. Fait que moi, j'étais vraiment excité. Puis là, vous pouvez le dire, là, David, on s'en parlait régulièrement. Là, toi aussi, Phil, j'avais vraiment hâte à la 4.0. Quand cette annonce-là est arrivée, ça m'a donné un coup de pied d'un jarret. Mais j'ai continué à peindre mes modèles, j'ai continué à lire les articles. Puis tu sais, c'est rare que je me prépare autant pour un épisode. Là. Mais je suis quand même très excité pour la 4e édition. Puis ma conversation avec John m'a donné envie de réessayer la 10e édition. Mais de réessayer la 10e édition avec une nouvelle approche en tête qui est je sais déjà ce que j'aime pas. Puis c'est correct. Je vais la jouer, je vais le faire, je vais le vivre. Puis après ça, je pourrais enlever ce que j'aime pas. Puis je pourrais ajuster ce que j'ai envie de garder puis ce que j'ai envie d'améliorer dans le jeu. Comme que je fais dans Warcry, comme que je ferais dans Necromunda, comme qu'on a fait dans les éditions précédentes. Je pense que là, c'était tellement une tangente e-sport, la 10e édition, que ça m'a brisé. Puis là, on dirait que là, j'étais comme préparé à le voir venir dans la 4e édition. J'ai déjà vécu le deuil une fois, fait que c'était moins difficile. Honnêtement, à quel point, je sais pas, là, mais en tout cas, je pense qu'une partie qui était comme moi, c'est une partie qui nous a vraiment brisé. C'est quand on a essayé
On pensait que Path to Glory allait être Crusade. Ouais. Puis c'était pas tout ça. En plus de ce que tout tu viens de dire, on a comme fait. Non. Ouais. On est passé à autre chose. C'est plate parce que probablement qu'il y avait des affaires qu'on aurait aimées, mais ça nous. En tout cas, moi, je me rappelle quand on l'avait fait, on était vraiment comme. Je suis pas capable de lire ça. Ça me tente pas. Ouais. Ben, je suis Puis là, on a eu très d'autres choses excité. qui est sorties parce qu'on avait eu d'autres 40K. Ouais. On a eu du fun. Après ça, Horus Heresy est arrivé. Après Ouais. ça, on a fait du Warcry. Puis comme tu dis, moi, je pense que j'ai joué 3 fois avec vous autres à Age of Sigmar. Les 2 fois que j'ai eu des Battletones Blade to Darkness. Puis les 2 fois, j'étais comme. Je comprends pas comment bâtir mon armée, puis c'est quoi mes règles. Là, tu vas sur le Raw Scroll, puis là, tu me dis ta comment. Là, j'étais comme. Trop. David, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Moi, je vais faire avancer des bonhommes sur la table. C'était Pendant comme. ce temps-là, David, il se disait je comprends rien, esti, je vais enlever cette bout-là complète de mon Battletoad parce que c'est trop de détails. J'ai pas le temps de checker ça. Ben, pire que ça, tu sais, il était là, qu'est-ce que vous faites? Puis toi, puis moi, on était comme. Moi, je joue juste avec Rally, All Out. Je connais Rally, fait que j'utilise Rally. On avait le one-pager cheat sheet, là, puis c'était comme, Ouais. nous autres, on jouait avec ça. Menteur du reste. Tu sais, c'était comme. Ouais. C'est ça qui est plate, parce que quand on jouait à Warhammer Fantasy, à Age of Sigmar, à 40, tu sais, à tous les jeux avant, tu sais, on aimait ça avoir nos règles, Ouais. parce que, tu sais, ça te donnait, comme tu dis, que les Skaven peuvent se pousser d'un combat, ça te donnait le flavor de ton armée. Puis ce qui m'a vraiment turn off d'Age of Sigmar version 3 puis les dernières versions de 40K, c'est qu'ils disaient qu'ils voulaient simplifier, mais dans le fond, c'est pas vrai. Ils rajoutaient tellement d'affaires que t'étais comme. Mais faut que je me lise puis que je m'assoie avec plein de trucs quand je veux déjà préparer une game, j'ai un dans le bas. Tu sais, fait que ça nous a fait un blocage, je pense. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné aucune envie de t'embarquer dans la 3e édition. Fait qu'on verra la 4e. Mais c'est sûr que je suis rendu vraiment un client difficile de genre si en dedans de 15 minutes, on commence à faire un tour puis qu'on fait je comprends pas sont où mes règles. Ouais. Ça va vite. Je vais pas me rasseoir pour y redonner une autre chance. Je vais faire comme bon, Kevin, on joue à Warcraft. C'est comme. Ben, je pense que David il est déjà aligné sur l'âge de la magie. Fait que lui est déjà prêt à genre, c'est quoi l'autre jeu de bataille de masse que je peux. Ça va être celle-là. C'est ça. Phil, maintenant que tu as fini ton tour, veux-tu qu'on continue avec ce système de règles, maintenant que les bonhommes sont déjà sur la table? Ben, est-ce que David, t'es intéressé à essayer la 4e édition, puis tu te prépares l'âge de la magie on the side, parce que t'es genre, tu sais quoi, je suis 90% sûr que j'aimerais pas ça, fait que je suis déjà prêt. Je suis 90% sûr que j'aimerais pas ça. OK. Mais par curiosité scientifique, je l'essayerais. Mais tu sais, l'affaire, moi, qui va me faire aimer quelque chose qui va m'attirer, c'est aussi beaucoup l'histoire. Ouais. Puis Age of Sigmar, l'histoire, ça a pris trop de temps. Et plus la 4e arrive, plus je réfléchis à toute l'histoire d'Age of Sigmar. Là. Ça a pris trop de temps depuis le début à se développer puis à aller à quelque part. C'est resté trop vague, trop vaste. J'ai jamais réussi à embarquer. J'ai lu quelques romans. Les Eight Lamentations, j'ai adoré, mais ils l'ont tué. Non, mais ça, on est déjà revenu Ouais. là-dessus. C'est Age of Sigmar au début, ça s'en allait quelque part. Je lisais tous les romans. Là, j'étais comme, yeah, c'est comme 40K puis 30K. Puis à un moment donné, c'est devenu avec. C'est parce que c'était les Realm Gate Wars. Les Realm Gate Wars, il y avait un objectif précis. C'était comme les Great Crusade. Après les Realm Gate Wars, puis le Time of Tribulation, ces trucs-là, puis ça a tout devenu comme. Bleh. C'est devenu des seasons comme du e-sports. Puis. Moi, ce qui me fait embarquer dans le jeu, puis on le dit tout le temps pour te indiquer, c'est les romans, puis les personnages, puis ce qui se passe. Puis je le sens pas. Je sais qu'ils essayent, puis il y a des romans, puis j'en lis des fois, mais tu sais, c'est à la pièce. C'est comme. C'est le même reproche que je faisais à 40K il y a longtemps, que là, ils ont comme ramené. Puis là, c'est comme si, parce qu'ils ont mis ça sur 40K, là, ils ont abandonné Age of Sigmar, mais oui, c'est comme. C'est plate parce que c'est un nouvel univers, tu sais, avec les sphères, puis le multimonde, puis les Mortal Realms, puis tous ces trucs-là. Mais tu sais, exemple, là, moi, je le suis, là, c'est comme. J'ai toujours pas de Dark Elf après combien d'années, tu sais. C'est comme... hallucinant. Fait que pourquoi tu m'as teasé au début avec un dessin de Malérion, puis qu'à chaque fois tu me parles de Malérion, tu fais des short stories, mais tu me sors pas son hostie de faction. Fait que tu sais, exemple, moi, ça, c'est un truc qui me frustre, puis il y a plein d'affaires comme ça dans Age of Sigmar, t'es comme, ben voyons donc. Ouais. Puis je le comprends, c'est parce qu'en même temps, tu sais, c'est un nouveau jeu, tu sais, un nouvel univers. Mais comme tu dis, c'est un peu trop long. Puis moi, c'est ça qui me donne envie de jouer à un jeu aussi, un peu. Moi,
Alors, on va avoir les core box, fait que ça va me tenter d'essayer la 4e édition. Mais c'est ça. Un peu pour. Non, peut-être un petit peu plus que toi, là, parce que j'aime quand même mieux Age of Sigmar, l'univers, que 40K. Je suis plus fantasy. Ça me donne. J'ai quand même envie que ça me tente, que j'aimerais ça. Mais c'est ça. Ça va être à essayer. Là. On va tout avoir nos core box, fait qu'on verra si on peut se faire une game puis essayer les règles. Ben, je vais Mais splitter ma boîte. Je vais garder mes Stormcast, mais je vais splitter les Skaven directement à David. Ouh! J'ai déjà tu veux pas de dit. Skaven? Non. Des Rat Goat! Ah non, c'est des affaires que tu tues, ça. Moi, tu m'as enlevé mes Beastmen, puis tu gardes les Skaven? Non. Il y a une créature actuelle que je garde, c'est des Beastmen. Fait que non, mais c'est ça, mais j'ai vraiment hâte à la boîte. Je suis clairement plus excité que vous deux. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir Path to Glory. Moi, je suis J'ai excité hâte de aux voir ça va être figurines, quoi. mais pas au jeu, là, en tant que Ouais, c'est ça, le jeu, j'ai hâte de voir Path to Glory, ça va être quoi, parce qu'on n'a toujours pas vu. Le fait qu'il l'ait confirmé, ça me fait plaisir. On n'a pas vu la phase de magie encore, fait que j'ai hâte de voir la magie, comment ça va se passer là-dedans. Mais je vais faire un bémol. J'aimerais ça que ça marche, parce que là, on a du fun avec Warcry, mais ce qui serait le fun pour toute notre sandbox avec nos Cities of Sigmar et ces trucs-là. Hey, on a genre des batailles de Griffon et masse. Rage 4 là, qui attendent juste ça. Là. Mais c'est sûr, ça serait le fun d'avoir des batailles de masse, mais tu sais, on verra. Mais moi, j'attends la boîte pour décider si je vais peindre les Stormcast ou les Skaven. OK. Ben, j'aurais. On a dépassé le temps qu'on s'était donné, mais j'avais envie de juste partager un petit bout rapidement avant qu'on se laisse. J'en parlais tantôt avec les gars, un peu avant qu'on enregistre. J'ai écouté beaucoup d'entrevues old school avec des Jervis Johnson, des Andy Chambers, puis des John Blanche. Puis j'ai toujours dit dans les épisodes passés que je n'étais pas quelqu'un qui était très, très nostalgique. Et c'est pas tant le cas, mais on dirait que comme Games Workshop, par moment, me dessert moins en tant que public cible, ben, ça m'a comme donné envie d'aller voir des vieilles affaires. Voir si ça peut avoir quelque chose qui allait me donner envie à adapter au goût du jour. Parce qu'encore une fois, j'ai beau pas être très, très nostalgique, je peux trouver des belles affaires d'avant et le mettre au goût du jour. Ça, c'est très possible. Et une comparaison qu'Andy Chambers a faite dans une des entrevues que j'ai trouvé très intéressante parce que ça reflète vraiment bien ce qu'on mentionne depuis quelques épisodes, de dire il y a une nouvelle édition 3 ans, ils nous disent que c'est simple, puis que c'est fait pour être streamliné, puis que c'est fait pour les débutants, mais que les joueurs qui aiment ça, la compétition, qui aiment ça, la complexité, vont trouver la complexité. Puis bon, c'est les mêmes promesses qu'on a depuis genre 2017. Fait on l'a entendu 1000 fois. Mais une chose, une métaphore que Andy Chambers a utilisée que j'ai trouvé vraiment intéressante, ça vient de l'époque où est-ce que les éditions de 40K et Age of Sigmar, Fantasy à l'époque, sortaient aux 10 ans. Là, okay? Mais bon, lui, ce qu'il disait, c'était créer une nouvelle édition, créer dans ton jeu, là, mettons édition 1, et c'est comme une pyramide inversée. Dans le fond, c'est qu'au début, tout est plan, tout est là, tu as tout ton jeu, tu as toutes tes affaires, puis là, tu rajoutes des affaires dessus. Puis là, tu en rajoutes, parce que tu veux faire des nouveaux produits, tu veux faire des nouvelles règles, tu veux faire des nouvelles affaires. Puis là, à chaque fois, tu essaies de mettre du poids plus d'un bord parce que tu essaies de balancer ton jeu pour que l'expérience soit intéressante pour tout le monde. Puis là, tu essaies de balancer tout un peu partout. Puis à un moment donné, c'est plus possible. Ça fait que la pyramide à tilt d'un bord plus que de l'autre. Puis la seule option qui te reste, c'est sortir une nouvelle édition. Puis lui, il disait que sortir des nouvelles éditions, c'était une façon qui était plutôt simple de pouvoir dire on est allé trop loin, on a besoin de recommencer. On vous refait ça bare bone. On vous refait ça à la base, on vous refait quelque chose d'intéressant. On a appris nos leçons de ce qu'on a fait avant. Il met un petit bémol pour dire que Games Workshop a bien vite compris qu'une nouvelle édition, ça veut dire beaucoup d'argent. Ouais, donc, ça, j'allais dire. Il y a un incitatif à faire une nouvelle édition, puis à faire plus de règles, puis à faire plus d'affaires. Parce qu'on avait déjà parlé dans des trucs d'édition, combien il y avait d'éditions pour des jeux en haut de 10e édition, qu'on avait parlé dans le cas. La logique voudrait qu'encore là, la folie, c'est refaire ta même affaire. Voudrait qu'à un moment donné, tu changerais plus ton édition. Parce que t'aurais peaufiné ton affaire, mais il n'y a personne qui ferait de l'argent avec ça. Et c'est un peu notre bémol qu'on a dit quand la 4e édition a été annoncée, c'est qu'on a fait non, là, lâchez-moi avec hey, on a le secret, ça va revenir mieux puis plus simple. Tu sais, avant, il le faisait, mais comme tu dis, il y avait un peu moins
de rechangeage de règles. Ouais. Puis là, c'est vraiment rendu. On a trouvé, mais on va tout scraper vos Battle Tomes, tous vos War Scrolls, tout ce que vous avez fait pour commencer à zéro. Puis en bonus, on scrape des modèles. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est comme, alright. Tu changes tes affaires pour revendre des trucs, correct, mais arrête de me dire que c'est pour simplifier la patente parce que tu simplifies, tu complexifies, puis après ça, tu refais ton cycle. Et c'est Qui ça est normal, mais à un moment donné, c'est comment se faire prendre pour un épais. Le bémol que je trouvais intéressant, c'était justement le fait qu'il disait on peut faire ça jusqu'à temps qu'on le fasse, que ça ne va pas dans le même sens que la clientèle. Parce que quand tu changes tes règles puis tu changes une édition parce que tu es rendu trop loin, puis tu essayes quelque chose de nouveau, quand la clientèle n'aime pas ça, tu vas le savoir vraiment vite chez les hobbyistes. Puis c'est là qu'une édition ne vend pas, puis il faut que tu en fasses une autre très, très vite. Mais on verra, mais je pense qu'exemple, dans notre cas, on n'est pas tant le public cible. Fait qu'on va le voir avec c'est ça. Mais... C'est pas nous le public cible, mais le public cible de la 3e édition était clairement quelque chose de plus compétitif. Et la 4.0 leur donne aussi les mêmes outils qu'il y avait avant. Ils n'ont pas réinventé la roue avec la 4e édition. Là. Non, c'est un revamp, mais on est encore dans la même tangente qu'on avait avant, sinon plus. Pas juste ça, Kevin. Un joueur compétitif va être content de nice, on repart à zéro, puis là, j'ai un puzzle à recommencer. Ouais. C'est pas la même approche que nous. Oui. Mais c'est ça. Je trouvais ce bémol-là intéressant de ce que Andy avait mentionné dans une entrevue il y a plusieurs années, parce que suite à notre conversation du dernier épisode, on l'a mentionné souvent là, que recommencer des épisodes, des éditions aux 3 ans, ça pouvait être lourd. Fait que voilà. Fait que je pense on a fait le tour. Ouais. Bon, ben, on espère que ça a été éducatif, informatif. On vous en a donné quand même pas mal. On a fait le tour d'à peu près. La majorité des articles sont sortis. Bon, on n'a pas été dans les détails. Vous comprendrez que d'expliquer les détachements et des auxiliaires, ça devient un petit peu compliqué sur un podcast. Là. Mais on vous invite à aller lire les articles qui sont directement sur le site web de Games Workshop. Ils sont super bien expliqués. Puis même pour quelqu'un comme moi, ça se comprend bien. Fait que si moi je peux le comprendre, même un Steven peut le comprendre. Donc vous êtes correct. C'est un compliment envers vous, puis un non-compliment envers les Steven. Non, pas grave. Fait... On espère que vous avez aimé l'épisode. Gênez-vous pas, ajoutez-nous sur Facebook. Si vous nous écoutez en ce moment, les épisodes sortent sur Spotify, Balado Québec, à peu près à chaque semaine, sauf quand c'est ma fête. Là, dans ce temps-là, ben, ça a l'air qu'on prend une pause. Puis, on a les pages Facebook aussi. Donc, on a Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle où est-ce qu'on sort les épisodes, où est-ce qu'on met les événements comme la Soirée Peinture Live, par exemple. Où est-ce qu'on met les événements de le club de figurines historiques, de jeux de figurines historiques, qui ont un événement qui s'en vient dans une semaine, je pense. Au moment où l'épisode va sortir. On a aussi Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe Facebook où est-ce que les gens discutent, on partage, on a du fun dans le lobby, on se donne des conseils. Puis, on a Soirée Peinture sur YouTube. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment sur Spotify ou sur Balado Québec, vous pouvez nous voir en parler. Donc, être déçu de quoi j'ai l'air. Et on a Soirée.peinture, qui est le Instagram, où est-ce que vous pouvez aller voir tous les posts aussi qu'on met. Je pense que ça fait le tour. Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Oldhammer! Phil? Primé. Wow! Bonne soirée peinture!